Au commissariat, Nordine n'arrive toujours pas à se débarrasser du message vocal reçu plus tôt. Cette voix artificielle continue de tourner dans sa tête, froide et presque désincarnée. Il en parle à Karim, persuadé qu'il y a derrière ces mots quelque chose de plus inquiétant qu'une plaisanterie. Karim, lui, refuse encore de céder à la peur. Pour Karim, tout ressemble surtout à une mauvaise blague fabriquée avec une application d'intelligence artificielle. Il invite donc Nordine à prendre du recul et à ne pas laisser cette histoire envahir toutes ses pensées. Pourtant, malgré ce discours rationnel, Nordine garde un mauvais pressentiment, comme si le message attendait simplement le bon moment pour révéler sa véritable portée. Pendant ce temps, Sarah vient de déposer Enora à la crèche avant de rejoindre Roxane sur la plage. Le décor paraît paisible, presque rassurant, mais cette tranquillité ne dure que quelques instants. Sarah confie soudain qu'elle ressent une chaleur anormale. Son visage change, sa respiration devient plus difficile et elle tente encore de comprendre ce qui lui arrive. La chaleur se transforme rapidement en vertige. Sarah entend des sifflements, perd ses repères et semble s'éloigner progressivement de ce qui l'entoure. Roxane comprend immédiatement que quelque chose ne va pas, mais elle n'a pas le temps de réagir. Sarah perd connaissance devant elle et son corps est soudain secoué par de violentes convulsions qui laissent Roxane pétrifiée. Sarah est rapidement transférée aux urgences, tandis que Roxane reste submergée par la peur. Celle qu'elle aime s'est effondrée sans le moindre avertissement, et chaque minute semble désormais interminable. William prend Sarah en charge et les examens révèlent une intoxication à la psilocybine, une substance hallucinogène capable de provoquer des troubles importants et de violentes altérations de la perception. William cherche alors à savoir si Sarah aurait pu consommer volontairement une drogue. Roxane rejette immédiatement cette hypothèse. Elle connaît sa femme et refuse de croire qu'elle aurait pris une telle substance. Une autre possibilité s'impose, beaucoup plus inquiétante, quelqu'un aurait pu l'empoisonner. Dès cet instant, le malaise de Sarah prend une dimension criminelle aux yeux de Roxane. Dans le même temps, Roxane pense à Enora, restée à la crèche. Malgré son état de panique, elle appelle Barr pour le prévenir et lui demande d'aller chercher la petite. Ce geste très concret lui permet à peine de tenir. Entre l'hospitalisation de Sarah et la nécessité de protéger leur enfant, Roxane se retrouve enfermée dans une peur qu'elle ne maîtrise plus. Pendant que l'inquiétude grandit autour de Sarah, Swazik tente, elle, de refermer une autre histoire. Warren devrait être entendu comme témoin, tout comme Marco, et sa collaboration avec la police joue en sa faveur. Pourtant, tout pourrait changer si Swazik décidait de porter plainte. Elle refuse cette possibilité, estimant que Warren et Marco ont eux aussi été victimes des événements. Face à Samuel, Swazik explique qu'elle veut simplement tourner la page. Après tout ce qu'elle a vécu, elle n'a plus envie d'ajouter une nouvelle confrontation judiciaire à une situation déjà éprouvante. Sa décision n'efface pas les blessures, mais elle traduit surtout une profonde fatigue. Swazik ne cherche plus à obtenir réparation à tout prix, elle veut retrouver un peu de calme. Son esprit reste néanmoins occupé par Bruno. Depuis sa déclaration, elle ne l'a pas revu. Elle lui a envoyé un message, mais aucune réponse n'est venue. Ce silence la déstabilise d'une manière différente. En retrouvant le post-it laissé par Bruno, avec un cœur et un simple « à bientôt », Swazik se surprend à revenir vers cette émotion qu'elle n'a pas encore comprise. Ailleurs, Raphaël confie à Martin qu'elle a été réellement vexée par les paroles de Gabriel et Soraya. Martin tente d'alléger l'atmosphère et finit par lui avouer qu'il a donné un petit surnom à Sébastien, sans accepter de le révéler immédiatement. Soraya, de son côté, préfère éviter Raphaël et présente cette distance comme une véritable stratégie de survie. Gabriel adopte l'attitude inverse et se montre particulièrement attentionné avec Raphaël. Son comportement devient même si appuyé qu'elle lui demande de se détendre, gênée par l'impression qu'il agit comme si elle était devenue un monstre. Cette tension presque comique masque pourtant une fragilité plus profonde, car Gabriel et Soraya ne semblent déjà plus réagir de la même manière face à cette situation. Mais au commissariat, toute légèreté disparaît lorsque Karim, Nordine et Martin reçoivent le dossier médical de Sarah. Nordine revient immédiatement au message vocal qui l'obsédait. Cette fois, son intuition ne paraît plus excessive. Le malaise de Sarah pourrait être lié à la menace reçue, et cette hypothèse suffit à changer complètement la manière dont les policiers regardent ce qui vient d'arriver. Martin décide alors d'ouvrir une enquête pour empoisonnement. Il ne s'agit plus seulement de comprendre pourquoi Sarah s'est effondrée, mais de déterminer si quelqu'un a volontairement introduit la psilocybine dans son organisme. Karim, qui parlait encore d'un délire d'adolescent, doit désormais envisager une possibilité beaucoup plus sombre. Nordine, lui, comprend que son inquiétude n'était peut-être pas infondée. À l'hôpital, Sarah finit par reprendre connaissance,
mais son réveil n'apporte pas le soulagement espéré. Nor se trouve dans sa chambre lorsqu'une nouvelle crise éclate. Sous l'effet des hallucinations, Sarah ne perçoit plus correctement ce qui l'entoure. Le thermomètre que Nor tient dans sa main devient, dans son esprit troublé, une arme menaçante dirigée contre elle. La peur déforme totalement la réalité et Sarah réagit avec une violence incontrôlable. Convaincue qu'elle doit se défendre, elle s'en prend à Nor, incapable de distinguer l'hallucination du réel. Les cris alertent Roxane, qui se précipite dans la chambre et intervient. Elle découvre alors avec effroi que Sarah est réveillée, mais toujours prisonnière des effets du poison. Pour Roxane, cette scène est peut-être encore plus terrifiante que l'effondrement sur la plage. Elle peut enfin voir Sarah consciente, mais elle ne retrouve pas vraiment sa femme. Chaque hallucination rappelle que le danger n'est pas terminé. Derrière la peur immédiate s'installe désormais une certitude plus glaçante. Si quelqu'un a voulu atteindre Sarah, cette personne a réussi sans laisser de traces. À l'hôpital, Roxane reste profondément secouée par ce qu'elle vient de voir. Sarah n'a pas seulement été intoxiquée, elle a perdu toute capacité à reconnaître une situation pourtant banale. Le thermomètre de Nor s'est transformé, dans son esprit, en menace mortelle. Cette violence soudaine révèle à Roxane l'ampleur des effets du poison et renforce sa conviction que rien n'est accidentel. George arrive à son tour à l'hôpital et prend immédiatement la mesure de la situation. Roxane a également subi des analyses afin de vérifier qu'elle n'a pas été contaminée, mais les résultats ne montrent rien d'anormal. Cette différence devient importante, Sarah semble avoir été spécifiquement visée. George récupère alors les clés de leur domicile pour procéder à une fouille minutieuse de la maison. Son objectif est clair, retrouver le moindre élément capable d'expliquer comment la psilocybine a pénétré dans l'organisme de Sarah. Nourriture, boissons, objets personnels, produits utilisés quotidiennement, rien ne doit être laissé au hasard. Chaque détail peut devenir une piste. Mais plus l'enquête avance, plus l'idée d'une attaque préparée avec précision prend du poids dans l'esprit des policiers. George rappelle également à Roxane que le commissariat a besoin d'elle. Sa connaissance des outils numériques et de l'intelligence artificielle peut devenir décisive, surtout maintenant que le mystérieux message vocal est de nouveau au centre de toutes les interrogations. Pour Roxane, cette demande est douloureuse. Rester auprès de Sarah ou chercher activement celui qui lui a fait cela devient un choix impossible. Elle sait pourtant qu'elle possède peut-être les compétences capables d'empêcher une nouvelle attaque. Derrière la peur pour sa femme se forme alors une autre émotion, plus froide, plus concentrée. Roxane ne peut pas effacer ce qui vient d'arriver, mais elle peut tenter de comprendre le mécanisme utilisé par celui qui semble avoir transformé le commissariat en terrain de jeu. Pendant ce temps, Swazik continue de vouloir retrouver une vie normale. Dans la rue, elle croise finalement Warren et Marco, venus spécialement pour lui présenter leurs excuses. Les deux hommes n'arrivent pas les mains vides. Ils ont préparé plusieurs pâtisseries, notamment un opéra au café, un Paris-Brest, un macaron à la framboise et un opéra au chocolat. Le geste surprend Swazik, mais elle ne le rejette pas. Après avoir refusé de porter plainte, elle confirme ainsi sa volonté de sortir de la logique du ressentiment. Elle propose même à Warren et Marco de venir boire un café afin qu'ils puissent lui raconter leur version des événements. Cette invitation ne signifie pas qu'elle oublie ce qu'elle a vécu, mais qu'elle accepte d'écouter. Pour Warren et Marco, cette ouverture représente sans doute une forme de soulagement. Swazik aurait pu devenir celle qui compliquait encore leur situation judiciaire. Au contraire, elle préfère reconnaître qu'eux aussi ont été pris dans une succession de circonstances qui les dépassaient. Elle choisit donc de considérer leurs responsabilités avec davantage de nuances, même si les conséquences de cette histoire restent encore présentes. Dans un registre plus léger, Marceau et Diane se trouvent sous la surveillance d'Emily et Erika. La situation inspire à Ellie une remarque pleine d'ironie. Face à ce qu'elle observe, elle lâche que c'est la première fois qu'elle se dit qu'être orpheline peut finalement présenter un avantage. Cette pointe d'humour apporte une respiration bienvenue au milieu d'une journée devenue particulièrement lourde. Ailleurs, les tensions entre Gabriel et Soraya commencent à devenir plus visibles. Gabriel reproche à Soraya de l'avoir abandonnée face à Raphaël pendant toute une journée pendant qu'elle travaillait au hall. Il estime avoir dû gérer seule cette situation délicate. Sa manière de formuler ses reproches agace immédiatement Soraya, qui perçoit dans ses paroles des sous-entendus qu'elle n'apprécie pas. Soraya refuse d'endosser la responsabilité de l'inconfort de Gabriel. Elle avait choisi d'éviter Raphaël précisément pour ne pas alimenter davantage le conflit. Gabriel, lui, interprète cette absence comme une nouvelle preuve qu'elle le laisse se débrouiller seul. La conversation glisse donc rapidement vers une accumulation de griefs plus anciens, laissant entrevoir une nouvelle crise dans leur couple.
Au commissariat, l'enquête sur Sarah prend désormais toute la place. George revient sur l'ensemble des éléments qu'elle a pu toucher, manger ou boire avant son malaise. Les analyses sont poussées, les possibilités examinées une à une, mais aucun produit contaminé n'est retrouvé. Cette absence de preuves matérielles rend le mode opératoire du coupable encore plus difficile à comprendre. Si Sarah a réellement été empoisonnée, le responsable a réussi à agir sans laisser de traces évidentes dans son environnement immédiat. Cette constatation inquiète Martin et les autres policiers. Elle signifie que l'attaque pourrait avoir été préparée longtemps à l'avance ou exécutée d'une manière suffisamment subtile pour échapper aux premières analyses. Le champ des hypothèses s'élargit au lieu de se réduire. Dans le même temps, l'examen technique du message vocal apporte enfin une certitude. La voix a bien été générée par intelligence artificielle. Ce que Karim avait d'abord considéré comme une plaisanterie technologique devient désormais une signature potentielle. Plus troublant encore, le compte utilisé pour créer cette voix est toujours actif, comme si son propriétaire ne cherchait même pas à disparaître. Cette audace modifie la perception de l'adversaire. Aurore commence à dresser son profil en observant son comportement. Elle imagine un homme dominateur, probablement très à l'aise avec les outils numériques, suffisamment compétent en chimie pour manipuler une substance comme la psilocybine et surtout animé par un besoin presque obsessionnel de contrôle. Il veut que les policiers sachent qu'il maîtrise la situation. Selon Aurore, cet homme ne cherche peut-être pas seulement à faire du mal. Il veut également être reconnu pour son intelligence et pour la complexité de ce qu'il construit. L'empoisonnement de Sarah ne serait donc pas un simple acte de vengeance exécuté dans l'ombre. Il pourrait faire partie d'un jeu beaucoup plus structuré, conçu pour obliger les policiers à suivre ses règles. Roxane comprend immédiatement ce que cette faille narcissique pourrait leur offrir. Si le responsable a besoin d'attention, il est peut-être possible de provoquer une réaction. Elle décide donc de lui envoyer directement un message. Sans montrer sa peur, elle écrit qu'elle trouve son énigme plutôt maligne avant de lui demander clairement quel est son véritable objectif. La réponse arrive presque immédiatement. Cette rapidité glace ceux qui se trouvent autour d'elle. Le mystérieux interlocuteur annonce qu'il leur laisse une seconde chance et leur demande s'ils seront sauvés, le second justicier. En quelques mots, il confirme que Sarah n'était pas un acte isolé et que l'histoire ne fait que commencer. Aurore saisit aussitôt le sens de cette menace. Le deuxième, justicier, appartient très probablement au commissariat. Quelqu'un parmi eux est déjà dans le viseur du maître chanteur. Après avoir vu Sarah s'effondrer, convulser puis sombrer dans des hallucinations violentes, chacun comprend désormais ce que cette promesse signifie réellement. Le temps vient de devenir leur adversaire le plus dangereux. La menace reçue par Roxane change brutalement la nature de l'enquête. Jusqu'ici, les policiers pouvaient encore espérer que Sarah avait été choisie pour une raison personnelle ou qu'une piste isolée expliquerait son intoxication. Désormais, le message évoquant un second justicier confirme qu'un scénario beaucoup plus vaste est déjà en marche et qu'un autre membre du commissariat pourrait être visé. Martin refuse de perdre du temps. Il sait que l'auteur du message cherche à imposer son propre rythme, à transformer les policiers en participants forcés d'un jeu dont lui seul connaît les règles. La priorité devient donc double, identifier la prochaine cible et comprendre comment Sarah a été empoisonnée. Pourtant, aucune de ces deux questions ne trouve encore de réponse claire. Nordine repense alors à chaque mot du premier vocal. Ce qui lui semblait confus auparavant prend maintenant une cohérence inquiétante. Il se reproche presque d'avoir laissé Karim minimiser le danger, même s'il sait rationnellement que personne ne pouvait prévoir l'attaque contre Sarah. Cette culpabilité silencieuse renforce sa détermination à ne plus ignorer le moindre détail laissé par leur adversaire. Karim, de son côté, mesure le poids de son erreur d'appréciation. Lui qui parlait d'un délire d'adolescent comprend désormais qu'il a affaire à quelqu'un de méthodique, capable d'utiliser la technologie pour brouiller les pistes et la chimie pour frapper sans se montrer. Cette prise de conscience le rend plus vigilant, mais aussi plus méfiant envers tout ce qui paraît trop évident. Roxane reste cependant celle qui ressent le plus violemment chaque nouvelle information. Pour les autres, Sarah est une collègue et une amie. Pour elle, c'est sa femme, la personne avec laquelle elle partage une aura et une vie entière. Pourtant, elle s'oblige à rester concentrée devant son écran, comme si travailler était la seule manière de ne pas céder à la panique. Elle examine encore le compte utilisé pour générer la voix artificielle. Le fait qu'il soit toujours actif ressemble presque à une provocation. Le responsable pourrait l'avoir supprimé immédiatement après son message, mais il ne l'a pas fait. Cette négligence apparente paraît trop volontaire. Roxane comprend qu'il veut être retrouvé juste assez pour entretenir le jeu, mais pas suffisamment pour être arrêté. Aurore rejoint cette analyse. À ses yeux, l'homme qu'il recherche a besoin de prouver sa supériorité. Il ne se contente pas de dissimuler ses traces,
il veut également montrer qu'il peut laisser des indices sans courir de véritables risques. Cette recherche de reconnaissance pourrait devenir sa faiblesse, mais elle représente aussi un danger, car chaque réponse des policiers nourrit peut-être son besoin de contrôle. Pendant ce temps, à l'hôpital, Sarah reste sous surveillance. Les effets de la psilocybine ne peuvent pas être pris à la légère après la crise au cours de laquelle elle a attaqué Nor. Le souvenir de cette scène reste particulièrement violent pour Roxane. Elle revoit Sarah terrorisée par un thermomètre, incapable de reconnaître Nor et persuadée qu'elle devait se défendre contre une arme inexistante. Nor, malgré le choc, sait que Sarah n'était pas elle-même. Elle a été victime de ses hallucinations autant que ceux qui se trouvaient autour d'elle. Cette réalité n'efface pourtant pas la brutalité de la scène. Elle montre surtout à quel point l'empoisonneur a réussi à pénétrer dans l'intimité de sa victime, transformant ses perceptions et ses réflexes en instruments de peur. George continue parallèlement son travail méthodique. Il reprend les objets, aliments et boissons liés à Sarah, cherchant ce détail minuscule qui aurait pu être négligé. Mais plus il vérifie, plus le vide devient troublant. Aucun élément contaminé ne permet d'expliquer l'intoxication. Le poison semble avoir atteint Sarah sans laisser derrière lui la voie évidente qui aurait dû conduire jusqu'au coupable. Cette absence de traces commence à peser sur toute l'équipe. Si aucun aliment ni aucune boisson ne révèle la présence de psilocybine, alors la manière dont la substance a été administrée reste inconnue. Martin refuse toutefois de tirer des conclusions trop rapides. Le moindre raisonnement erroné pourrait être précisément ce que recherche celui qui les observe et anticipe leurs réactions. Dans le même temps, Swazik accueille Warren et Marco autour d'un café. Les pâtisseries déposées devant eux donnent à la scène une apparence presque ordinaire, en décalage avec tout ce qu'ils viennent de traverser. Swazik choisit pourtant de les écouter sans agressivité. Elle veut entendre leur version, comprendre leur place dans cette histoire et refermer enfin une période devenue trop lourde. Warren et Marco savent qu'ils bénéficient d'une chance qu'ils n'étaient pas certains d'obtenir. Swazik aurait pu leur opposer sa colère, ou décider de porter plainte et compliquer encore leur situation. Au lieu de cela, elle reconnaît qu'ils ont eux-mêmes été entraînés dans une mécanique dangereuse. Son indulgence n'est pas de l'oubli, mais une manière consciente de reprendre le contrôle. Cette volonté de tourner la page contraste avec ce qu'elle ressent encore à propos de Bruno. Son silence après sa déclaration la travaille davantage qu'elle ne voudrait l'admettre. Le petit message laissé avec un cœur semble soudain chargé de questions. Après les menaces, la peur et la violence, Swazik découvre une autre forme d'incertitude, moins spectaculaire mais beaucoup plus intime. Ailleurs, la tension monte entre Gabriel et Soraya. Gabriel revient encore sur le fait qu'il a dû affronter Raphaël seul tandis que Soraya travaillait au hall. Il insiste sur cette impression d'abandon, comme si cet épisode confirmait une habitude plus ancienne. Soraya supporte de moins en moins ses reproches et refuse que chaque difficulté devienne une accusation contre elle. Le ton se durcit, révélant un malaise qui dépasse largement Raphaël. Soraya n'aime pas les sous-entendus de Gabriel et lui fait comprendre qu'elle ne veut pas être enfermée dans le rôle de celle qui le laisse tomber. Gabriel, lui, continue d'exprimer sa frustration sans parvenir à désamorcer le conflit. Leur échange laisse clairement entrevoir une nouvelle crise de couple. Au commissariat, toutefois, ses problèmes personnels semblent lointains face à la menace qui se précise. Roxane relit encore le message reçu après sa provocation. Seconde chance, second justicier, chaque expression paraît soigneusement choisie. Le maître chanteur veut que les policiers comprennent qu'un premier round vient de se terminer et qu'un deuxième a déjà commencé, sans leur laisser le temps de souffler. Martin rassemble mentalement les personnes susceptibles d'être visées. Aurore, Karim, Nordine, George, Roxane, lui-même, chacun devient potentiellement une cible. Le simple fait de travailler au commissariat suffit désormais à faire naître le doute. Ce climat est exactement celui que semble rechercher leur adversaire, car il transforme une équipe soudée en groupe constamment obligé de surveiller ses propres membres. Roxane refuse pourtant de se laisser paralyser. Derrière son inquiétude, une colère froide commence à prendre le dessus. Quelqu'un a touché Sarah, l'a envoyée à l'hôpital et l'a plongée dans des hallucinations terrifiantes. Maintenant, cette même personne annonce une seconde victime comme s'il s'agissait d'une énigme. Pour Roxane, il ne s'agit plus seulement d'une enquête, c'est devenu personnel. Au commissariat, l'atmosphère devient de plus en plus lourde à mesure que chacun prend conscience de ce que signifie réellement la dernière réponse du maître chanteur. Il ne s'agit plus de savoir si une nouvelle attaque aura lieu, mais de comprendre qui sera visé et comment. Le sentiment d'urgence s'installe, silencieux mais omniprésent, dans chaque regard échangé entre les policiers. Martin tente de conserver une méthode stricte. Il sait que la peur peut pousser une équipe à multiplier les erreurs,
surtout face à un adversaire qui semble précisément chercher à provoquer ce type de réaction. Il rappelle donc à chacun que la moindre hypothèse doit être vérifiée avant d'être retenue. Pourtant, même lui ne peut ignorer la pression créée par cette notion de « second justicier ». Aurore revient sur le profil qu'elle a commencé à dessiner. Pour elle, le responsable n'agit pas dans l'impulsion. Il construit ses attaques, les met en scène et attend une réaction. Son utilisation d'une voix générée par intelligence artificielle n'a rien d'anecdotique. Elle lui permet à la fois de se protéger et d'affirmer qu'il maîtrise parfaitement les outils modernes nécessaires à son jeu. Karim écoute attentivement cette analyse. Son scepticisme initial a disparu. Désormais, il envisage pleinement l'idée d'un homme capable de mêler technologie, chimie et manipulation psychologique. Cette combinaison rend l'enquête particulièrement complexe, car le coupable ne dépend pas d'un seul savoir-faire. Il utilise plusieurs domaines pour créer de la confusion et maintenir les policiers dans une position d'infériorité. Nordine, lui, ne cesse de repenser au fait que tout a commencé par un vocal qu'il avait jugé inquiétant. Ce détail le hante parce qu'il a désormais la preuve que le message n'était pas gratuit. Il se demande s'il existe, dans les mots employés ou dans la manière dont le son a été produit, un élément qu'ils auraient pu comprendre plus tôt. Roxane reste concentrée sur l'aspect numérique. Malgré son inquiétude pour Sarah, elle sait que le compte encore actif représente peut-être leur meilleure porte d'entrée. Elle étudie les possibilités sans se laisser emporter par l'espoir, consciente qu'un utilisateur suffisamment expérimenté peut multiplier les couches de protection. Mais le simple fait que le compte réponde immédiatement prouve que quelqu'un surveille leur réaction. Cette proximité virtuelle est particulièrement dérangeante. Le responsable n'est pas seulement un homme qui a laissé un message puis disparu. Il observe, attend, répond et adapte son comportement. Pour Roxane, cette présence presque instantanée donne l'impression qu'il se trouve constamment derrière eux, invisible, mais capable de voir chaque mouvement qu'ils font dans l'enquête. À l'hôpital, Sarah reste encore sous les effets de son intoxication, même si la crise la plus violente semble passer. Roxane pense sans cesse à elle. L'image de sa femme en train de s'en prendre à Nord reste gravée dans son esprit, non parce qu'elle lui en veut, mais parce qu'elle sait que Sarah n'avait plus aucun contrôle sur ce qu'elle voyait. Cette perte de contrôle représente précisément ce que le poison a de plus cruel. Sarah est une policière habituée à analyser le danger, à identifier une menace et à agir en conséquence. Or, cette fois, son propre cerveau lui a fabriqué une menace inexistante. L'empoisonneur a réussi à retourner contre elle ses instincts de défense, transformant une simple chambre d'hôpital en scène de panique. Nord, de son côté, reste marquée par l'agression, mais elle sait parfaitement que Sarah n'était pas responsable de ses gestes. Ce qui lui est arrivé confirme surtout la puissance de la substance absorbée. Cette constatation renforce indirectement la thèse de Roxane. Quelqu'un a voulu provoquer une réaction spectaculaire, assez forte pour laisser une trace émotionnelle bien au-delà du seul malaise physique. Pendant ce temps, Georges poursuit ses recherches avec la même rigueur. Il reprend une nouvelle fois la chronologie des dernières heures avant l'effondrement de Sarah. Chaque objet touché, chaque aliment consommé, chaque boisson absorbée doit être replacé au bon moment. Pourtant, aucun résultat ne permet encore d'isoler la source de la psilocybine, ce qui rend la situation encore plus frustrante. Le problème devient alors presque paradoxal. Les analyses médicales prouvent l'intoxication, mais les investigations matérielles ne montrent pas comment elle a eu lieu. Cette contradiction apparente oblige l'équipe à rester ouverte à plusieurs possibilités. Martin refuse qu'ils inventent une méthode d'empoisonnement simplement pour combler le vide. Tant qu'aucune preuve n'existe, le mystère doit rester entier. Ailleurs, Swazik poursuit sa conversation avec Warren et Marco dans une ambiance beaucoup plus calme. Le café et les pâtisseries donnent à leur rencontre une douceur inattendue. Swazik écoute leur récit avec attention, cherchant moins à établir qui a tort ou raison qu'à comprendre comment chacun s'est retrouvé pris dans une situation qui a fini par dépasser tout le monde. Cette posture lui permet de reprendre une forme de pouvoir sur ce qu'elle a vécu. En refusant de porter plainte, elle ne nie pas la peur ni les conséquences. Elle décide simplement que la justice n'est pas la seule manière de refermer cette histoire. Pour elle, accepter les excuses et entendre les explications représente une façon plus personnelle de retrouver un équilibre. Marco et Warren savent que cette attitude n'était pas acquise. Ils peuvent mesurer la chance que leur laisse Swazik. La présence des pâtisseries, presque maladroites, traduit leur volonté de faire un pas vers elle sans prétendre effacer le passé. Swazik accepte ce geste parce qu'elle veut justement sortir de la logique de confrontation qui a dominé les derniers événements. Mais une autre question continue de l'accompagner, Bruno. Son absence après sa déclaration crée un vide que Swazik ne parvient pas à ignorer.
Elle avait essayé de reprendre contact par message, sans obtenir de réponse. Le petit post-it laissé avec son cœur prend alors une valeur étrange, comme une promesse suspendue dont elle ne sait pas encore quoi faire. Du côté de Gabriel et Soraya, au contraire, les mots deviennent de moins en moins mesurés. Gabriel insiste sur le fait qu'il s'est retrouvé seul face à Raphaël, tandis que Soraya refuse d'accepter la manière dont il transforme cette situation en reproche personnel. Leur conflit ne porte plus seulement sur une journée passée au hall, mais sur leur façon différente de gérer les tensions. Soraya se sent injustement accusée, tandis que Gabriel estime qu'elle ne mesure pas ce qu'il a dû supporter. Chacun parle depuis sa propre frustration, sans parvenir à entendre complètement l'autre. Leur désaccord devient ainsi un nouvel exemple de ces petites blessures qui peuvent prendre de l'ampleur lorsqu'elles s'ajoutent à des tensions déjà anciennes. Au commissariat, cependant, tous les regards finissent par revenir vers le même écran. Le message du maître chanteur reste là, parfaitement lisible, presque provocateur. Une seconde chance, un second justicier. Derrière ces quelques mots se cache une certitude insupportable. Quelqu'un du commissariat est déjà choisi, mais personne ne sait encore qui. Roxane fixe la réponse sans détourner les yeux. Sa peur pour Sarah n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en détermination. Elle sait désormais que comprendre cet homme ne servira pas seulement à obtenir justice pour sa femme. Il s'agit aussi d'empêcher qu'un autre collègue soit à son tour frappé sans comprendre d'où vient le danger. Au commissariat, la menace du « second justicier » s'impose désormais comme le centre de toutes les préoccupations. Personne ne sait encore qui est visé, mais chacun comprend que le responsable veut entretenir cette incertitude. Il ne cherche pas seulement à frapper, il veut que les policiers attendent le prochain coup, qu'ils doutent de chaque détail et qu'ils vivent avec la peur de ne pas agir assez vite. Martin garde malgré tout la tête froide. Il sait qu'une équipe terrorisée devient plus facile à manipuler. Il demande donc que chaque élément soit repris avec méthode, depuis le premier message vocal jusqu'à l'effondrement de Sarah. Pourtant, derrière cette rigueur, une tension nouvelle s'installe. Le maître chanteur a déjà prouvé qu'il pouvait toucher l'un des leurs sans être immédiatement identifié. Nordine ressent cette pression avec une intensité particulière. Il avait été l'un des premiers à prendre le message au sérieux, et cette intuition devient presque un poids. Il repense aux paroles de Karim, à sa propre inquiétude, puis à Sarah étendue sur la plage. Il sait désormais qu'aucune menace ne peut être traitée comme une simple provocation tant que son auteur reste inconnu. Karim n'essaie plus de minimiser ce qu'ils affrontent. La voix artificielle, qu'il avait d'abord associée à une mauvaise plaisanterie, devient au contraire l'un des indices les plus inquiétants. Elle révèle un homme capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour effacer son identité, tout en maîtrisant suffisamment la chimie pour provoquer une intoxication sévère et difficile à retracer. Aurore reste convaincue que cette sophistication répond aussi à un besoin psychologique. Selon elle, l'homme qu'il cherche veut dominer la situation et être reconnu pour son intelligence. Il ne supporte probablement pas l'idée que ses actions puissent passer inaperçues. Son jeu repose donc autant sur la souffrance des victimes que sur l'attention qu'il obtient de ceux qu'il défie. C'est précisément ce qui pousse Roxane à continuer de communiquer avec lui. Elle sait que chaque échange comporte un risque, mais elle comprend également que son besoin de reconnaissance peut être exploité. Pourtant, derrière cette stratégie professionnelle, elle reste une épouse bouleversée. À chaque instant, son esprit retourne vers Sarah, vers ses convulsions, son regard perdu et cette hallucination qui l'a poussée contre Nord. Pour Roxane, la frontière entre l'enquête et sa vie personnelle a totalement disparu. Le responsable n'a pas choisi une inconnue, il a visé la femme avec laquelle elle élève Enora. Cette réalité donne à chacun de ses gestes une dimension plus intense. Elle veut comprendre le fonctionnement du conte, l'origine des messages et surtout la logique qui a conduit le maître chanteur jusqu'à Sarah. George, de son côté, continue à confronter les résultats. Tout ce que Sarah a pu manger, boire ou toucher avant son malaise a été passé en revue. Pourtant, aucune trace ne permet d'identifier le vecteur de l'empoisonnement. Cette absence devient presque aussi importante qu'une preuve, car elle montre que l'auteur a préparé son attaque avec suffisamment de précision pour brouiller les premières recherches. Cette incertitude nourrit la peur d'une seconde attaque. Si personne ne sait comment Sarah a été contaminée, alors protéger la prochaine cible devient encore plus difficile. Les policiers peuvent surveiller leurs repas, leurs boissons et leur environnement, mais sans connaître la méthode employée, aucune précaution ne paraît totalement suffisante. Le maître chanteur conserve ainsi une longueur d'avance particulièrement dangereuse. À l'hôpital, l'état de Sarah rappelle constamment ce que cette avance peut provoquer. Son intoxication n'a pas seulement entraîné une perte de connaissance et des convulsions.
Elle a profondément altéré sa perception, jusqu'à lui faire confondre un simple thermomètre avec une arme. La scène avec Nor reste la démonstration la plus brutale du pouvoir du poison sur son esprit. Roxane sait que Sarah n'a jamais voulu faire de mal à Nor. Cette certitude ne rend pourtant pas le souvenir moins douloureux. Voir sa femme terrorisée par une menace inexistante lui a fait comprendre que l'empoisonneur ne cherchait peut-être pas uniquement à mettre sa vie en danger. Il voulait aussi provoquer une perte totale de contrôle, une humiliation intime et terrifiante pour une policière. Pendant ce temps, Swazik avance dans une direction complètement différente. Après avoir entendu Warren et Marco, elle confirme son désir de ne pas porter plainte. Sa décision ne vient pas d'un manque de gravité accordé aux événements, mais d'une volonté claire de ne plus laisser cette histoire déterminer son quotidien. Elle considère qu'ils ont eux aussi subi les conséquences d'une situation devenue incontrôlable. L'échange autour du café et des pâtisseries constitue alors une forme de conclusion plus humaine. Warren et Marco sont venus pour présenter leurs excuses, et Swazik accepte de les écouter. Elle ne transforme pas leur geste en absolution immédiate, mais elle refuse de prolonger la rancœur. Pour elle, tourner la page signifie justement accepter que certaines blessures ne se referment pas uniquement devant un tribunal. Le souvenir de Bruno reste cependant présent. Swazik n'a toujours pas obtenu de réponse à son message et continue de penser au post-it laissé après sa déclaration. Cette absence crée un contraste étrange avec tout ce qu'elle vient de traverser. Après avoir été confrontée à des dangers très concrets, elle se retrouve désarmée devant un silence beaucoup plus banal, mais émotionnellement difficile à comprendre. Raphaël, elle aussi, tente de retrouver un équilibre après les tensions avec Gabriel et Soraya. Martin réussit momentanément à détourner son attention en évoquant le surnom qu'il a donné à Sébastien, sans lui révéler immédiatement lequel. Cette complicité permet à Raphaël de relâcher un peu la pression, même si elle reste vexée par certaines remarques entendues plus tôt. Gabriel et Soraya ne bénéficient pas du même apaisement. Leurs reproches continuent de s'accumuler, Gabriel insistant sur le fait qu'il a dû affronter Raphaël seul, tandis que Soraya refuse qu'on lui fasse porter cette responsabilité. Leur manière de communiquer devient de plus en plus tendue, laissant clairement apparaître qu'un conflit plus profond pourrait bientôt éclater entre eux. Mais toutes ces histoires passent au second plan lorsque le regard revient sur le commissariat. Le compte utilisé pour générer la voix est toujours actif, l'auteur répond immédiatement aux provocations de Roxane et aucune piste matérielle ne révèle encore comment Sarah a été empoisonnée. Chaque élément confirme la même chose, leur adversaire possède encore l'initiative et cherche à le leur rappeler. La phrase annonçant le « second justicier » prend alors toute sa force. Sarah était la première victime, mais certainement pas la dernière. Aurore comprend que quelqu'un parmi eux est déjà désigné. Le problème est qu'aucun nom n'accompagne la menace. Chacun peut être la prochaine cible, et cette absence d'identité transforme désormais le commissariat entier en espace potentiel de danger. Roxane fixe une dernière fois l'écran, partagé entre peur, colère et détermination. Elle sait qu'elle ne peut pas effacer ce qui est arrivé à Sarah, mais elle refuse de laisser le maître chanteur dicter la suite sans résistance. Quelque part, quelqu'un prépare déjà sa prochaine attaque. Et cette fois, toute l'équipe sait qu'elle joue contre un adversaire qui frappe avant même qu'on comprenne ses règles.